Voilà, on a parlé d'hyperthyroïdie dans le dossier précédent et je pense que maintenant vous êtes prêts à entrer dans la suite des dossiers. Vous allez voir, plus on va avancer dans les dossiers, plus les questions sont posées d'une manière où il faut vraiment que vous compreniez le message qu'il y a derrière la question. L'autre élément que je voudrais vous dire avant d'entamer le deuxième dossier, je pense qu'il ne faut pas se noyer dans des réponses très complètes où on veut mettre absolument tous les mots-clés possibles et imaginables. En tout cas, avant de mettre tous les mots-clés possibles et imaginables, hospitalisation, voie veineuse, mise en condition, etc., on ne fait que nous rabâcher à droite à gauche, déjà, soyez sûr que les messages clés, que les réponses importantes soient acquises. Et vous allez voir dans le dossier qui vient que les points sont pas dans les petits coins, sont pas sur des pièges. Les points sont vraiment là où, si on n'a pas compris ce qui se passait, eh bien, on fait du mal aux patients. Donc, commençons à lire l'énoncé de ce dossier. Madame Justine D, à 22 ans, elle vient aux urgences pour troubles digestifs, avec vomissements et douleurs abdominales depuis la veille. Elle vient avec son amie, car elle est très fatiguée et même légèrement somnolente. Il vous explique qu'elle est suivie pour un diabète depuis 4 ans et que son traitement comporte une injection d'insuline Lantus et 3 injections d'insuline rapide Humalog avant chaque repas et dont la dose est adaptée à la glycémie et à la nature du repas. Il vous dit qu'en raison d'une gastro-entérite, elle s'alimentait mal depuis 48 heures et que par peur de faire des hypoglycémies, elle n'a donc pas fait ses injections d'insuline. Vous la voyez donc aux urgences. La glycémie capillaire qui est faite par Geneviève l'infirmière est à 20 millimoles par litre. Alors à l'examen, la patiente est obnubilée, mais elle répond aux stimulations verbales. Sa pression artérielle est à 85-65 rajouté derrière millimètres de mercure. La fréquence cardiaque est mesurée à 135 ajouté derrière battements par minute. Et la température est à 38,6. La fréquence respiratoire est mesurée à 33 par minute. Et l'auscultation cardio-pulmonaire est normale en dehors de la tachycardie. L'abdomen est sensible de manière diffuse, sans véritable défense. Et le toucher rectal que vous avez fait cette fois, il est normal. Il n'y a pas de signe neurologique de localisation. Il existe un pli cutané. La bandelette urinaire montre une glycosurie à 4 croix et une cétonurie à 3 croix. Et la leucocyturie est négative. Les nitrites sont négatifs. Vous réalisez par ailleurs des gaz du sang, un ionogramme sanguin qui vous montre une natrémie à 132 millimoles par litre, une kaliémie à 3,9 millimoles par litre et une chlorémie à 96 millimoles par litre. Les bicarbonates sont à 14 millimoles par litre et la créatininémie est à 135 micromoles par litre. Les NFS et l'hémostase sont normales. Première question, quel est le diagnostic principal? Comment expliquez-vous la survenue de cet épisode aigu? Vous avez 3 minutes pour répondre à cette question de façon la plus précise possible.
Alors le diagnostic principal, eh bien, c'était une décompensation acidocétosique, premier mot-clé, d'un diabète insulinodépendant lié à l'arrêt de l'insuline suite ou lors d'une gastro-entérite par peur de faire des hypoglycémies. Alors, plusieurs éléments pour commenter cette réponse. Tout d'abord, vous voyez qu'on a demandé quel est le diagnostic principal et que je ne me suis donc pas perdu, en tout cas dans la grille, dans le fait que la patiente était également déshydratée, qu'elle avait syndrome infectieux éventuellement avec une fièvre, parce que finalement, c'est pas le diagnostic principal. C'est le facteur déclenchant ou bien la déshydratation fait partie de la décompensation acidocétosique. Ça ne veut pas dire que dans une copie de CN, si vous doutez, il ne faut pas le mettre. Ça veut simplement dire que pour vous montrer une grille, eh bien, elle ne va pas prendre en compte tous les éléments. Donc si vous doutez, je pense qu'il faut mettre ce que vous pensez qu'il faut mettre. Mais ce qui est très important, c'est de mettre au premier plan ce qu'on vous demande, donc avoir bien compris quel était le principal diagnostic. Et si vous avez peur d'oublier des mots-clés, mettez-les par la suite. On ne va pas vous enlever de points si vous avez mis des mots-clés supplémentaires. Deuxième remarque importante, c'était un peu vache dans ce dossier. On ne vous a pas dit que la patiente avait un diabète insulinodépendant. On pourrait le reprocher à l'auteur, puisqu'il vous a simplement dit cette patiente a un diabète. Cela dit, vu les éléments qui vous sont donnés, que c'est une patiente qui est jeune, hein, elle a à peu près la vingtaine, l'insuline a été débutée, je crois même avant l'âge de 20 ans, que le traitement est typiquement celui d'un diabète de type 1 avec une insuline basale, une Lantus et des insulines rapides pour éviter les montées glycémiques lors des repas. C'est encore un élément qui clairement vous oriente vers un type 1 dans ce contexte. Donc, il n'y avait pas de raison de se tromper et de ne pas mettre qu'il s'agissait d'un diabète de type 1. Troisième élément, vous voyez que j'ai volontairement mis peu de points ici à gastro-entérite, que l'essentiel des points était mis sur décompensation acidocétosique d'un diabète insulinodépendant. Troisièmement, à l'arrêt de l'insuline, parce que c'est assez typique chez le diabétique de type 1 lorsqu'il n'a pas été informé ou lorsqu'il a oublié ce qu'on lui a dit la première fois, eh bien d'arrêter l'insuline lorsqu'on a peur des hypoglycémies. Donc c'est pour ça que tous ces mots étaient cotés, parce que ça décrit vraiment une situation réelle, classique chez le diabétique de type 1. Passons à la deuxième question. Quels examens complémentaires ont été oubliés dans cette observation? Je vous laisse 3 minutes pour relire l'énoncé et pour répondre à la question.
Alors les examens complémentaires qui ont été oubliés, tout d'abord la glycémie veineuse. Alors ça c'est un petit piège, c'est pas sympa, c'est un peu dégueulasse, mais malgré tout, c'est très important d'avoir une véritable glycémie. Ça me permet de dire qu'une glycémie capillaire ne remplace pas une glycémie veineuse. Il est clair que là, il n'y avait pas besoin de la glycémie veineuse pour penser au diagnostic. On avait 20 millimoles en glycémie capillaire. Mais franchement, en diabéto, il faut une glycémie, une véritable glycémie, une glycémie veineuse. Je fais une petite parenthèse parce qu'il n'y a pas de dossier aujourd'hui d'hypoglycémie. Quand on vous dit un homme a été retrouvé sur la voie publique faisant un malaise avec une glycémie capillaire à 0,40 g, il a donc fait une hypoglycémie, il ne faut surtout pas retenir ce diagnostic. Une glycémie capillaire à 0,40 g ne permet absolument pas de dire qu'on a fait une hypoglycémie, sauf chez un patient diabétique traité à l'insuline ou par sulfamide. Hein. Encore une fois, c'est la glycémie veineuse qui permet d'affirmer le diagnostic. Une glycémie veineuse à 0,3-0,4 g par litre permet de dire qu'on fait une hypoglycémie. Encore une fois, je parle des cas où il n'y a pas d'insuline. Mais une glycémie capillaire ne permet pas de faire un diagnostic. Deuxième examen, ou catégorie d'examen à demander, c'était le bilan infectieux, puisque vous avez vu cette patiente avait une fièvre, donc il fallait faire des hémocultures et faire un ECBU. Troisième examen à faire, les bêta-HCG. Bon, il faut y penser, vous savez, vous connaissez cette formule pour le CN. Toute femme est une GU. Toute femme est une grossesse extra-utérine, surtout une femme jeune comme cela. Donc le bêta-HCG plasmatique, j'ai pas mis de 0 au cadre parce que je suis pas sûr que ça aurait été coté, malgré tout. Mais pensez à être systématique et mettez les bêta-HCG. Alors passons à la troisième question. Quel est le résultat que vous attendez au niveau des gaz du sang? Je vous laisse 2 minutes pour répondre à cette question. Alors qu'est-ce qu'on attend de la gazométrie artérielle? Eh bien, on attend une acidose métabolique que j'appellerais en voie de compensation par une hyperventilation. Ce qui se traduit d'abord par une acidose, donc un pH diminué, une PaCO2 diminuée. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on hyperventile, c'est ça la compensation. CO2 total diminué et une PO2 augmentée. Le patient hyperventile, donc il augmente sa pression en oxygène. Voyons la quatrième question. En quoi consiste votre traitement des premières heures? Je vous laisse 4 minutes pour répondre à la question.
Alors j'insiste sur le fait, pour répondre à cette question du traitement, qu'on a parlé du traitement des premières heures, pour essayer de limiter ce qu'il y avait à dire. Là, il faut hospitaliser. Hospitaliser en soins intensifs, parce qu'on est dans une véritable acidose métabolique. On met une voie veineuse périphérique, bon, parce qu'on va devoir traiter par le biais de cette voie veineuse. Tout d'abord, on va mettre de l'insuline IV à la seringue électrique. Alors, si vous n'avez pas mis ça, eh bien c'est 0 à la question. Et s'il y avait encore des zéros au dossier, ce serait un 0 au dossier, parce que ne pas mettre de l'insuline à quelqu'un qui a une acidose métabolique, acidocétose métabolique diabétique, eh bien, ce serait une erreur majeure. Donc là, 5 à 10 unités par heure, jusqu'à disparition de l'acétose. En tout cas, l'élément important, c'est de parler d'insuline IV à la seringue électrique, jusqu'à disparition de l'acétose. Deuxième élément important, c'est l'hydratation. Vous savez que cette patiente est déshydratée, donc il fallait l'hydrater. Là encore, si vous n'avez pas hydraté la patiente, eh bien, c'est 0 à la question. Alors, comment on hydrate? Bon, eh bien, ici, j'ai mis du sérum physiologique. Et là, il y a tout plein de protocoles qui sont proposés. Je ne pense pas que dans une grille de concours, il y ait des points sur les protocoles. Je vous ai mis là une possibilité. 500 cc par heure à adapter. Alors vous avez certains livres qui vous disent 1 litre en 1 heure, 1 litre en 2 heures, 1 litre en 3 heures ou autre chose. Bon, je pense que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de se rappeler qu'il faut hydrater avec du sérum physiologique. Évidemment, s'il y a un collapsus, on peut aller beaucoup plus vite. En tout cas, réhydrater. Troisième message important, c'est d'adapter le soluté à la glycémie, parce qu'on commence avec du sérum physiologique, mais rapidement avec l'insulinothérapie, eh bien, la glycémie va baisser. Et donc, il ne faut pas hésiter à remplacer le sérum physiologique par un glucosé avec 9 grammes par litre de sérum physiologique. Ou bien, très simplement, de laisser le sérum physiologique et de brancher du G10, du glucosé à 10% en Y, que l'infirmière Geneviève adaptera en fonction de la glycémie capillaire, pour maintenir une glycémie entre 1,50 g et 2,50 g par exemple. L'important, c'est simplement d'avoir mis quelque part qu'il faut adapter l'hydratation à la glycémie secondairement. L'apport potassique est indispensable. Si vous ne l'avez pas mis, c'est encore 0 à la question. Et même si la calémie est normale. Pourquoi? Parce que quand on met de l'insuline intraveineux à la seringue électrique, très rapidement, la calémie va baisser. Le potassium entre dans les cellules, la calémie baisse. Et un risque majeur, eh bien, c'est les troubles du rythme, mais voire une mort par trouble du rythme suite à l'hypocalémie sévère. C'est quelque chose qui arrive. Je l'ai déjà vu. C'est pas du l'irréel. Donc, pensez bien à mettre du potassium rapidement. Alors là encore, que ce soit dans la perfusion et ou en apport par comprimé, peu importe. L'élément important pour moi dans cette grille, c'est de marquer qu'on apporte du potassium. Et puis traiter le facteur déclenchant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre un peu régulièrement. Hein. On a une maladie là aiguë qui fait suite à un facteur déclenchant. Il faut le traiter. Dans le cas présent, vous avez vu, probablement le facteur déclenchant, c'est la gastro-entérite. Bon, il n'y a pas de traitement spécifique dans ce cas-là. Si vous aviez un dossier avec un ECB positif, une fièvre, vous auriez pensé à une pyélonéphrite aiguë, eh bien, vous auriez traité la pyélonéphrite aiguë. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. Ne pas oublier de mettre ça simplement systématiquement. À chaque fois qu'on a une maladie aiguë qui fait suite à un facteur déclenchant, mettez traitement du facteur déclenchant. Quelle surveillance mettez-vous en route les premières heures? Je vous laisse 4 minutes pour répondre à cette question.
Là encore, il faut insister sur les éléments importants de la surveillance. On pourrait mettre un listing de tout plein de choses de façon automatique, mais je voudrais là insister sur les choses importantes qui donnent des points. Tout d'abord, la glycémie capillaire horaire. Quand vous mettez un patient sous insuline à la seringue, il faut une glycémie capillaire toutes les heures, parce que très rapidement, la glycémie va diminuer. Je vous l'ai déjà dit la question avant et je vous le répète encore maintenant. Ensuite, et vous voyez que je ne l'ai même pas coté parce que peut-être un jour ce sera coté dans une question, mais c'est pas le plus important à dire. Bon, mais il faut surveiller la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, évidemment la pression artérielle, donc les constantes, l'état de conscience, puisqu'on vous a dit que cette patiente tout de même était obnubilée, donc il faut le mettre bien entendu. Et les bases pulmonaires, parce qu'on réhydrate la patiente avec du sérum physiologique, il faut vérifier qu'on n'avait pas en OAP à 20 ans. C'est quand même peu probable. Ce sont des choses qu'il faut mettre, mais ce n'est pas forcément des choses qui seront cotées le jour du concours, puisque tout n'est pas coté dans des réponses. En revanche, il faut surveiller également des éléments biologiques, et c'est avant tout le unogramme sanguin. N'hésitez pas, je ne l'ai pas mis ici, éventuellement à ajouter derrière avec kaliémie, même si ça fait partie du nogramme sanguin, puisque c'est le message important de ce dossier, de faire attention que le patient passe pas en hypokaliémie. Et une bandelette urinaire toutes les 3 heures ou toutes les 4 heures, peu importe, puisque ce qui va vous permettre de dire si la cétonurie a disparu, et c'est lorsque la cétonurie aura disparu qu'on pourra remplacer la seringue électrique d'insuline par des injections sous-cutanées, et en arriver à reprendre le schéma insulinique que la patiente avait avant l'épisode aigu. Donc vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à mettre comme réponse pour avoir la totalité des points. Je ne dis pas qu'il ne faut pas ajouter d'autres choses si vous pensez qu'il faut en mettre, mais tout ne sera pas coté, et si vous avez mis ces éléments-là, vous aurez vraiment de toute façon la grande majorité des points, voire la totalité des points. Alors voyons la 6e question. 6 heures plus tard, vous êtes appelé par l'infirmière car la glycémie était à 0,80 g. La dernière bandelette urinaire montre une glycosurie à 1 croix et une cétonurie à 2 croix. Alors Geneviève vous dit, voilà, patient tombe en hypoglycémie, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'arrête l'insuline. Alors on vous demande, que pensez-vous de cette évolution? Comment l'expliquer? Vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. Alors qu'est-ce qu'on va répondre à Geneviève? Mais d'abord, on va être très calme. On va dire l'évolution est tout à fait normale. C'est tout à fait normal
qu'après quelques heures d'insuline, eh bien la glycémie a baissé. Hein, vous vous rappelez que la glycémie capillaire était à 20 millimoles par litre. Bon, en admettant qu'elle soit fiable, on était à peu près à 3 à 4 grammes par litre de glycémie. Eh bien, en quelques heures d'insuline, tout à fait logique de tomber à 0,8 grammes. Et c'est tout à fait logique aussi qu'il persiste une cétonurie. Pourquoi? Eh bien, parce que la glycémie se corrige plus vite que la cétonurie. Donc, ce qu'il faudrait surtout pas faire dans le cas présent, on va le voir avec la question suivante. Quelle adaptation thérapeutique réalisez-vous? Vous ajoutez un petit point d'interrogation et je vous laisse 3 minutes pour réfléchir à ce que vous allez faire dans le cahier pour Geneviève et pour l'écrire. Alors, ce qu'il faut faire, c'est simple. Patient tombe en hypoglycémie. Il était à 0,80 g. Il persistait une acétonurie. Et je vous ai dit, on n'arrête pas la seringue, on n'arrête pas les apports d'insuline tant que l'acétone n'a pas disparu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si on n'arrête pas l'insuline? Il faut augmenter les apports en sucre. Alors là encore, bon, on peut ajouter plein de mots dans cette réponse. Mettre par exemple du G10, hein, en Y s'il n'a pas été mis, ou bien s'il a été mis, augmenter l'apport de G10. On peut également, si la patiente est maintenant consciente, probablement qu'elle est bien, lui faire manger boire un peu de sucre. En tout cas, l'élément important, c'est d'augmenter l'apport en sucre et d'une manière ou d'une autre, d'avoir bien mis en évidence cet élément-là. Et surtout, on aurait pu le rajouter, un élément négatif, ne pas
arrêter l'insuline pour éviter l'hypoglycémie. Hein. Question 7. Une fois cet épisode aigu terminé, voilà, notre patiente est prête à sortir. Qu'expliquez-vous à la patiente concernant l'attitude à avoir en cas de nouvelle gastro-entérite? Vous avez 3 minutes pour réfléchir. Je vous propose de relire l'énoncé, d'ailleurs, parce que ça va vous guider. Il faut savoir, des fois, relire l'énoncé, même dans les dernières questions des dossiers. Donc, relisez-le, réfléchissez et écrivez. Et je vous donne la réponse dans quelques minutes. 3 minutes. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, il fallait dire à la patiente qu'il faut jamais arrêter l'insulinothérapie complètement. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte de diabète de type 1 et que dans un diabète de type 1, il n'y a pas d'insuline. Le pancréas n'en fabrique pas. Donc, si on n'en a pas, eh bien, on ne peut pas vivre avec un diabète de type 1 si on n'a pas une insulinothérapie. Donc, ne jamais arrêter l'insuline. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de gastro-entérite? Eh bien, il faut poursuivre de l'insuline, au moins l'insuline basale. Et puis, il faut s'arranger pour pas tomber en hypoglycémie. Et bien, s'arranger pour pas tomber en hypoglycémie, c'est boire sucré. Alors, on propose souvent du Coca-Cola. Alors, on fait un peu de publicité ici. Mais pourquoi le Coca? Eh bien, parce qu'en plus, ça a un effet anti-émétique. Donc, on aime bien le proposer dans la gastro-entérite. Donc, Coca-Cola, on met régulièrement, on aurait pu ajouter, c'est comme chez les nourrissons, de manière fractionnée selon la journée. Ça permettra que la patiente ne tombe pas en hypoglycémie, malgré la poursuite de l'insulinothérapie. Et bien sûr, en cas d'intolérance digestive complète, ça veut dire même si le coca ne passe pas, aucun apport en sucre ne passe, eh bien il faut aller à l'hôpital pour être perfusé avec
des apports en sucre et aller à l'hôpital avant de tomber en acidose. Voilà, donc la réponse est facile, elle est classique et c'est des conseils qu'il faut donner aux patients diabétiques de type 1 après le diagnostic. Une fois qu'on a fait le diagnostic, on les a mis à l'insuline, ça fait partie de l'éducation du patient de savoir ce qu'il faut faire lorsqu'il ne peut pas manger et qu'il faut quand même qu'il continue l'insulinothérapie. Pour finir avec ce dossier de diabétologie et sur le diabète de type 1, je voudrais vous donner quelques messages sur l'insulinothérapie. Alors le traitement optimal, c'est une basale et des bolus. Et je vous propose de le voir. Pourquoi ? En vous montrant les différences entre les différents types d'insuline. Parce que ça, peut-être vous ne le savez pas. L'insulinothérapie, bon, normalement, le corps sécrète de l'insuline, une insuline de base. Toute la journée, on fabrique de l'insuline en toute petite quantité, c'est nécessaire. Et puis, au moment des repas, eh bien, où il y a un apport en sucre, il faut que ce sucre, eh bien, puisse être éliminé de la circulation, être utilisé. Il y a des bolus, matin, midi et soir. Imaginons que là, où vous êtes en train de grignoter parce qu'il est 4 heures l'après-midi et que vous avez faim, eh bien, il est 4 heures l'après-midi, il va y avoir un bolus d'insuline. Voilà ce qui se passe chez quelqu'un de normal. Eh bien, idéalement, il faudrait reproduire chez le patient diabétique de type 1 le même type de schéma. C'est pour ça qu'on propose, chez le diabétique de type 1 jeune, capable de comprendre, le schéma basal-bolus. Il y a une insuline qui va couvrir l'ensemble de la journée, l'ensemble des 24 heures. Et puis, à chaque fois que le patient va manger, il va injecter de l'insuline rapide. Ça nous amène à parler des types d'insuline. Elles se distinguent en fonction de leur durée d'action et de leur pic. Schématiquement, vous avez donc plusieurs catégories. Il y a d'abord les insulines lentes, qui durent normalement 24 heures. Ces insulines n'ont pas théoriquement de pic, elles sont plates, elles durent 24 heures, et ça dépend des individus. Donc là, il y en a deux sur le marché, une qui s'appelle la Lantus, une qui s'appelle la Levemir, mais vous pouvez mettre une insuline lente dans une copie. On a ensuite des insulines rapides, qui durent, allez, disons 4 à 6 heures. Si on les faisait ici, elles dureraient 4 à 6 heures. Elles ont un pic d'action au bout de 30 minutes environ. C'est ce qu'on utilisait avant donc pour assurer les bolus. Mais l'inconvénient, c'est qu'elles agissent au bout d'un certain temps et qu'elles agissent longtemps. Donc elles ne reproduisent pas de façon fidèle ce qui se passe physiologiquement. Et aujourd'hui, on utilise donc les troisième type d'insuline, qui sont des insulines ultra rapides, qui ont un pic extrêmement rapide, au bout de quelques minutes, et qui agissent peu de temps, environ 1 heure, 2 heures, même s'il y a des variations interindividuelles. Donc insuline lente, insuline rapide, insuline ultra rapide. Voilà les 3 catégories d'insuline dont on dispose aujourd'hui. On a des insulines semi-lentes, une 4e catégorie, qui sont l'insuline NPH, qu'on peut également utiliser. Et après, on va jouer avec ces différents types d'insuline pour essayer de maintenir la glycémie la plus normale possible tout au long de la journée. Mais retenez que le schéma dans le diabétique de type 1, c'est le schéma basal-bolus, une insuline lente, 3 insulines ultra rapides. En général, comment on adapte les doses ? Eh bien, la dose de basal est généralement stable, elle ne varie pas d'un jour à l'autre. En revanche, on adapte les bolus à 3 paramètres. La glycémie, si vous partez d'une glycémie plus élevée, eh bien, on va donner un peu plus d'insuline. L'idée est de dire, on commence par mettre un peu d'insuline qui va normaliser la glycémie. Et ensuite, on va penser à ce qu'on va manger. Donc, on va mettre de l'insuline plus ou moins en dose plus ou moins importante en fonction de ce qu'on va manger. Si vous mangez très sucré, beaucoup, on fera un peu plus d'insuline. Si on mange pas, eh bien, à la limite, on ne fera pas de bolus. Et on l'adapte également à l'activité physique à venir. Si vous allez faire 1 heure de jogging après le repas, eh bien, vous allez faire beaucoup moins d'insuline rapide que si vous allez rester au fond du fauteuil à regarder la télévision ou à regarder une conférence d'internat.
L'ordonnance, c'est une question qui peut tomber à l'examen. On doit y mettre le stylo, qui est un stylo jetable, ou bien il s'agit d'un stylo non jetable. Dans ce cas-là, on le prescrit une fois et on prescrit les cartouches à chaque fois. Donc, le stylo jetable contient l'insuline. On prescrit les aiguilles qu'il faut mettre au bout du stylo. Donc, aiguille pour stylo. On prescrit ensuite le matériel pour l'autosurveillance, c'est-à-dire les lancettes pour autopiqueur, pour pouvoir se piquer et récupérer la gouttelette de sang. Les bandelettes glycémiques, sur laquelle on dépose la gouttelette de sang et qu'on va injecter, qu'on va insérer dans l'appareil qui va nous lire la glycémie. Et les bandelettes urinaires qui permettent, en cas d'hyperglycémie, de regarder s'il y a ou non une acétonurie. Donc n'oubliez pas ces éléments-là sur l'ordonnance. Le stylo avec l'insuline qu'il contient, par exemple, stylo jetable contenant Lantus, et on met derrière ça la dose d'insuline qu'on a prescrit en Lantus. Ensuite, stylo jetable contenant insuline ultra rapide type Humalog. Vous apprenez un nom par exemple d'insuline et la dose d'insuline qui est préconisée au moment des repas. Et puis les autres éléments, lancette pour autopiqueur, 2, 3, 4 par jour, en fonction du nombre de piqûres qui sont prescrites, de contrôles qui sont prescrits, bandelettes glycémiques, le même nombre, et les bandelettes urinaires, vous mettez une boîte de bandelettes urinaires en fin d'ordonnance. Dernier message clé important sur ce dossier, pensez à l'acidocétose inaugurale si vous séchez sur un diagnostic. L'acidocétose peut prendre la forme d'un tableau pseudo-chirurgical, donc des troubles digestifs importants, des douleurs abdominales importantes chez un sujet jeune. Évidemment, il faut examiner l'abdomen, peut-être faire un scanner, etc. Mais pensez à l'acidocétose et demandez une glycémie qui déjà peut vous orienter. N'oubliez pas les 3 éléments clés du traitement aigu, insuline, hydratation, potassium. N'oubliez pas le sucre pour éviter l'hypoglycémie quand la glycémie baisse et qui persiste de l'acétone dans les urines. N'oubliez pas de mettre ce mot-clé éducation du patient quand vous êtes dans un dossier de diabétologie. Et n'oubliez pas de rechercher et de traiter systématiquement un facteur déclenchant quand on est face à un épisode aigu tel qu'une acidocétose métabolique. Voilà pour ce qui est de ce dossier. Je vous propose maintenant de passer au dossier suivant.